Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui le professeur Adiaratou Ouaha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Monsieur Parezo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être devriez-vous d'abord présenter votre ONG aux téléspectateurs de Télésud. Je vous remercie, M. Parezo. Partners West Africa Sénégal est une ONG régionale qui mène des activités en Afrique de l'Ouest francophone principalement et aux frontières que les pays partagent avec tels que la Gambie, avec nos pays cibles tels que la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous prônons une approche inclusive de la sécurité, mais et surtout le leadership des femmes et des jeunes en Afrique de l'Ouest. On va parler du leadership des femmes dans un instant. Ça fait quoi, 5 ans que vous êtes à la tête de cette ONG? Merci, depuis 2015 exactement. Vous commencez à avoir un bilan, j'imagine, non? Oui, quand même. Depuis 2015, donc, nous avons mis en place pas mal de projets qui aujourd'hui donnent des résultats probants que nous sommes en train de partager via des webinaires, mais également des policy briefs qui sont disponibles. Je sais que votre domaine d'intervention est très vaste. J'aimerais qu'on parle de paix et sécurité dans un instant et du rôle des femmes aussi dans ce processus de paix et sécurité. Juste une question, qu'est-ce que vous avez pensé du dernier forum sur la paix qui s'est déroulé à Paris? Cette 3e édition, quand même, c'était, si je peux le dire comme ça, le premier événement du calendrier international qui a mené surtout une réflexion qui portait sur la construction d'un monde meilleur après la pandémie Covid. Et ce qui était plus important, à mon avis, c'était l'innovation majeure, étaient les sessions questions-réponses avec les intervenants grâce à la plateforme numérique, mais surtout qu'ils aient convié à ce forum les banques publiques de développement pour dialoguer sur leurs contributions exceptionnelles pour atteindre les ODD. Je pense que c'est un partenariat public-privé qu'il fallait prôner, mais jusque ce forum s'est tenu alors que le forum de Dakar n'a pas été organisé cette année, alors que les 2 dernières éditions se tenaient juste après le forum de Dakar. Ça vous a posé un problème qu'on tienne quand même le forum de Paris et qu'on ne tienne pas le forum de Dakar. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les deux d'ailleurs? J'avais compris en fait que le forum de Paris était, si je peux le dire comme ça, un prolongement du forum de Dakar, en ce sens que après le forum de Dakar, donc qui se tenait en Afrique, on réfléchissait sur des problèmes africains. Le forum de Paris permettait en fait de prendre des décisions stratégiques suite aux recommandations de ce forum de Dakar. Donc, je pense qu'il n'y a pas peut-être de concurrence, mais il faut quand même continuer donc, cette complémentarité entre ces 2 forums. Vous savez quoi? Certaines personnes disent que si les forums servaient à régler les problèmes, cela se saurait. Ça sert à quoi finalement ces forums? Quand même, ces forums, normalement, comme on le dit tantôt, devraient permettre en fait aux chefs d'État et de gouvernement, les organisations internationales, mais également les autres acteurs de développement, de dialoguer ce qu'ils ont essayé de faire, de réfléchir et de faire des propositions. Mais derrière, il faudrait en fait un suivi de la mise en œuvre de ces propositions. Parlant en fait de leadership des femmes, donc c'est le même problème qui s'est posé 20 ans après les résolutions 1325. Il se trouve en fait que nous avons un problème de mise en œuvre. On réfléchit, on fait des propositions, mais dans la mise en œuvre, dans la pratique, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les États ne mettent pas les moyens, mais également les organisations internationales et les partenaires techniques et financiers ne mettent pas à disposition des ressources, suffisamment de ressources en fait pour mettre en œuvre les conclusions et les recommandations issues en fait de ces forums qui sont très budgétivores quand même, il faut le dire. On va parler de paix, de sécurité. Juste une question, puisque vous êtes sur le terrain, quelle évaluation faites-vous de la situation sécuritaire en ce moment dans la sous-région? La note n'est pas très bonne en fait, en résumé.
parce que du point de vue sanitaire, avec la COVID, on pensait qu'il y aurait beaucoup de problèmes, mais les autres maladies posent plus de problèmes présentement. Du point de vue résolution des conflits, l'extrémisme violent dans la bande Sahel, surtout la frontière que partagent le Niger, le Mali, le Burkina Faso, mais également au niveau du lac Tchad, un peu plus haut, entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad, on a toujours ces conflits. Et en plus de ces conflits armés et de l'extrémisme violent, cette année 2020 est une année pas facile avec ces élections, ces conflits pré-, per- et post-électoraux, notamment en Guinée et en Côte d'Ivoire. Donc le tableau n'est pas très luisant en Afrique en ce qui concerne tout ce qui est paix et sécurité. Comment expliquez-vous que votre pays, le Sénégal, soit comme un îlot de paix au milieu de tous ses voisins qui sont en ébullition? Comment le Sénégal arrive-t-il à maintenir, en tout cas, une paix précaire, une paix sur son territoire, alors qu'autour, ça s'embrase un peu partout? On peut dire qu'au Sénégal, en fait, on a la chance d'avoir des forces de défense et de sécurité qui ont un certain niveau d'éducation, mais aussi qui ont un esprit républicain. Et le concept armée-nation qui a été mis en place depuis longtemps et a joué un grand rôle, mais également le Sénégal, un petit pays, a su investir très tôt dans l'éducation de ses cadres. Le Sénégal a de très grands cadres, et même au niveau des forces de défense et de sécurité, nous avons des généraux qui ont un très bon niveau d'éducation, et je pense que ça participe quelque part donc à cette stabilité du pays. Nous avons eu des présidents qui ont été très visionnaires et également une population quand même qui a une culture très pacifique également. Vous dites, je vous ai entendu dans d'autres interviews avec d'autres médias, vous dites que l'une des raisons pour lesquelles les gouvernants n'arrivent pas à apporter de vraies solutions à la paix et à la sécurité, c'est le manque d'implication des femmes dans la recherche des solutions. Est-ce que vous pouvez développer cela, s'il vous plaît? Effectivement, je vais revenir sur le Forum de Paris avec les statistiques que j'ai. La participation des femmes était très faible concernant les chefs d'État et de gouvernement et les dirigeants des organisations internationales. Ils étaient à près de 12%. Concernant les autres acteurs du développement, quand même, la participation des femmes était satisfaisante. Elle était à près de 45%. Et concernant les chefs d'État, en Afrique, il y avait une seule femme. Donc, heureusement, on avait l'Éthiopie qui a su relever le défi de l'Afrique. Culturellement, en fait, l'engagement des femmes, la mise en œuvre efficiente, mais également des forces la mise en œuvre efficiente des résolutions femmes, paix, sécurité, l'engagement des États à impliquer davantage les femmes est très, très, très en deçà après 20 ans de mise en œuvre. Et ça s'applique au niveau de l'Afrique, donc les conflits armés. On n'intègre pas les femmes dans la résolution des conflits, la prévention des conflits, la médiation, alors que les institutions de l'Afrique, la CEDEAO, l'Union africaine, ont formé même des femmes que ces institutions n'utilisent pas. Et donc, il faut impliquer davantage de femmes, on le dit toujours. On a vu, par exemple, dans la région du fleuve Mano, que ce sont les femmes qui ont pu régler le problème, par exemple. Actuellement, pour ce forum de Paris, par exemple, on a vu qu'il y avait très peu de femmes s'agissant des organisations internationales, mais également des chefs d'État et de gouvernement. Mais au niveau des populations, donc ça se reflète parce que également culturellement en Afrique, la femme est confinée au foyer. Et donc ça pose problème, sachant qu'aujourd'hui, ce sont les femmes et des études prouvent que le niveau d'éducation et le niveau d'éducation des enfants et même l'état de santé de la famille dépend du niveau d'éducation de la mère. Plus la mère est éduquée, plus les enfants sont éduqués et plus la famille mange mieux. Donc, et l'état de santé de la famille s'améliore
avec le niveau d'éducation de la femme. Et donc, il faut quand même en tenir compte, à mon avis. Autrement dit, il faut que les acteurs politiques, qui sont pour la plupart des hommes, prennent conscience que les femmes sont partie intégrante de la solution. C'est ça que vous dites? Les femmes sont partie intégrante de la solution parce que non seulement elles apportent des solutions, mais elles mettent en place et elles utilisent les ressources qui sont à leur disposition pour la résolution des problèmes en général. Alors, sachant que la famille est la cellule initiale d'une nation. Tout ce qu'on règle en famille, donc on le porte au niveau d'une nation. Je vous ai déjà entendu dire aussi que la solution pour une paix durable sur le continent et dans nos pays ne peut pas venir d'une seule source et qu'il faut une solution intégrée et globale. Non seulement il faut une solution intégrée et globale, mais il faut tenir compte de tous les acteurs, quel que soit leur niveau. Par exemple, nous, à Partners West Africa Sénégal, nous allons au niveau des communautés et nous prenons en compte les recommandations de ces communautés que nous faisons remonter à un niveau plus haut et en général, nous avons des résultats probants à petite échelle. Et donc, il faut essayer donc de tenir compte en fait des avis de tous les acteurs parce que il faut avoir une démarche inclusive quand même, une démarche participative, ne pas réfléchir à la place des autres. Je vais citer par exemple Julius Nyerere qui disait quelque part, en fait, on a l'impression que les travailleurs, ceux qui ont un certain niveau d'éducation, travaillent plus. Alors que lorsqu'on va dans zone rurale, ce sont les femmes non seulement qui travaillent plus, elles font plus de 12 heures par jour, mais elles travaillent même les jours de congé et les dimanches. Alors qu'en fait, on a l'impression que ce sont les hommes en général au niveau de la couche rurale qui travaillent, mais dans les champs, en général, on trouve les femmes. Et après, c'est elles qui sont au niveau des commerces et des marchés, donc elles font vivre leur famille. Donc, on doit tenir compte en fait de ces femmes, non seulement en zone rurale, périurbaine, que urbaine. Professeur, j'aimerais qu'on ouvre rapidement une parenthèse parce qu'on arrive presque au terme de notre entretien. Je voudrais parler d'une question qui vous tient à cœur et dont vous parlez aussi de temps en temps. C'est la question de l'immigration dans nos pays en général. Je sais qu'au Sénégal, ces dernières semaines, il y a eu un drame de l'immigration illégale. Est-ce qu'on en sait d'ailleurs un peu plus sur les conditions de ce drame? L'immigration clandestine, en fait, est un gros problème au Sénégal parce qu'au Sénégal, près de 80% des migrants sont des pêcheurs. Et ces pêcheurs ne connaissent rien d'autre que la pêche. En un moment, l'État du Sénégal avait signé des accords avec l'Union européenne pour un plan qu'on appelait le plan REVAL, le retour vers l'agriculteur. Mais un pêcheur qui ne connaît pas l'agriculture, ne peut pas se mettre d'un jour à l'autre à l'agriculture. Alors que la pêche sénégalaise fournit en devises d'exportation près de 240 milliards en devises d'exportation. Le Sénégal est un pays qui compte beaucoup de pêcheurs, près de 26 000 pirogues. Donc pour 26 000 pirogues, il faut compter derrière près de 26 000 familles qui ne connaissent que la pêche. À cause de ces licences de pêche, Greenpeace a même appelé récemment l'État du Sénégal à réviser ces accords de pêche parce que ces accords de pêche sont au fond la base du problème de cette immigration clandestine. Parce que si ces 26 000 pirogues n'arrivent pas à trouver leur pain, ils iront le chercher ailleurs et ailleurs, donc c'est l'Espagne, ils vont utiliser leurs pirogues parce que ne pouvant plus trouver de poissons et aller chercher des lendemains meilleurs ailleurs. Et je pense que c'est au problème de l'immigration clandestine au Sénégal. Et ça déchire évidemment les familles et laisse des mères de famille complètement en désarroi, déjà parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles s'endettent parfois pour envoyer le seul fils unique à l'étranger pour qu'il puisse envoyer quelque chose à la maison, mais il meurt en route, c'est ça. Mais en plus, derrière, on voit même que les femmes prennent maintenant ces pirogues parce que derrière, en fait, ces pêcheurs, après, il y a toute une industrie artisanale de transformation de ces produits halieutiques. Et donc, certes, on a des mères de famille, des épouses, des enfants, donc des familles carrément déchirées et décimées. On a ce qu'on appelle ici les tontines, c'est de l'épargne, en fait, communautaire que ces femmes utilisent pour derrière
soutenir soit un fils, soit un époux, soit un cousin. Donc, du coup, il faut intégrer les femmes dans la prévention et la lutte contre cette immigration clandestine, mais derrière également. Donc, c'est un problème qu'il faudrait aborder de façon multifactorielle. Donc, les licences de pêche, certes, la prévention, la sensibilisation, en mettant en avant les femmes également. Professeur Adjaratou Aïdara Ndiaye, merci infiniment. Cet entretien arrive à son terme. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission en duplex depuis Dakar avec nous. Merci, M. Parizeau, tout le plaisir est. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télé Sud.